Monsieur le Président, oui, j'ai reçu cet argent. Mais en 2017 et en 2018, ce n'était pas de l'argent personnel. C'était à ma qualité d'ordonnateur des crédits, à ma qualité de procureur général près la cour d'appel judiciaire d'OIM. C'était pour organiser les sessions criminelles à OIM. C'est également à ce même titre, Monsieur le Président, que j'ai reçu des fonds pour organiser la présente session criminelle. Parfois, un procès pour corruption dans un pays, on se dit que c'est une affaire locale. Mais de temps en temps, un événement comme celui-là devient une sorte de miroir. Oui, un miroir qui projette une lumière assez crue sur un voisin. Exactement. Et c'est précisément l'argument d'un article fascinant qu'on analyse aujourd'hui, qui suggère qu'un procès en cours au Gabon pourrait en dire bien plus sur le Togo que sur le Gabon lui-même. C'est une affirmation assez audacieuse, et c'est ce qui rend cette analyse si percutante. Notre source, c'est un article du journal en ligne L'Alternative. D'accord ? Et l'auteur ne se contente pas de couvrir le procès des proches de l'ex-président Ali Bongo. En fait, il s'en sert comme d'une clé de lecture. Une sorte de pierre de Rosette pour décrypter ce qui se passe à côté. C'est tout à fait ça. Pour décrypter ce qu'il décrit comme un système parallèle au Togo, sous Faure Gnassingbé, donc notre objectif, c'est de déconstruire ce parallèle et de voir si l'argumentation tient la route. Allons-y. La première brique de cette comparaison, le fondement de tout, c'est une structure de pouvoir que l'article juge quasi identique. On parle de succession dynastique. Ouais, et l'article insiste là-dessus. Ce n'est pas un détail, c'est le point de départ de tout. D'un côté, Ali Bongo, qui succède à son père Omar. Et de l'autre, Faure Gnassingbé, qui succède à son père, et Yadema Gnassingbé, après 38 ans de règne. 38 ans. Voilà. Pour l'auteur, ce n'est pas anecdotique. C'est structurel. Ce modèle de père en fils créerait une culture de gouvernance très particulière. Axé sur quoi, principalement ? Sur la préservation du pouvoir avant tout. Et de manière totalement indissociable, sur le contrôle des ressources financières du pays. L'article va même plus loin, je crois. Il parle de liens personnels, de visites fréquentes entre les deux héritiers d'État, comme il les appelle. Exactement, et ça c'est un point clé. Ça suggère qu'on n'est pas juste face à deux systèmes qui se ressemblent par hasard. Mais peut-être face à un modèle partagé, presque un manuel d'instruction commun. C'est l'idée, une sorte de compréhension mutuelle, peut-être même une inspiration dans les méthodes de gestion. Et du coup, la question que pose l'article devient logique. Si la structure est la même, est-ce que les instruments du pouvoir et de l'enrichissement le sont aussi ? Voilà, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, avec des termes très forts. Au Gabon, on a la fameuse Young Team d'Ali Bongo, et pour le Togo, l'auteur parle d'une minorité pieuse. Et ce qui est fascinant, c'est le contraste. Young Team, au départ, ça pourrait presque sonner bien. Oui, dynamique, jeune, moderne. C'est ça, un groupe de jeunes technocrates. Mais le procès au Gabon a complètement pulvérisé cette image. On parle maintenant d'un cercle de collaborateurs accusés d'avoir organisé un pillage systématique. L'article utilise une expression qui m'a vraiment marquée, terrorisme économique. On n'est plus dans la simple corruption, là. Non, et le choix des mots est très grave, et très délibéré. La corruption, ça peut parfois suggérer un acte isolé, opportuniste. Une faiblesse individuelle. Exactement. Mais en parlant de terrorisme économique, l'auteur suggère une action organisée, intentionnelle, qui vise à déstabiliser l'économie du pays au profit d'un tout petit groupe. C'est une accusation de sabotage, en fait. À grande échelle. Et ce qui rend cette accusation si concrète, ce sont les chiffres qui sortent du procès. C'est là que ça devient, waouh, assez vertigineux. L'article se concentre sur un cas en particulier, celui d'Ali Mohamed Saliou, chef de cabinet adjoint de Bongo. Il a moins de 35 ans. Et les chiffres rapportés sont difficiles à imaginer. D'abord, un salaire mensuel estimé à plus de 80 millions de francs CFA. 80 millions par mois, c'est déjà une somme colossale. Et ce n'est que le début. Il y a les primes. Ah oui ? Des primes qui, selon la source, pouvaient aller de 100 à 400 millions de francs CFA. Une seule prime ? Une seule prime. Mais le détail le plus parlant, celui qui illustre vraiment cette opulence, ce n'est même pas ça. C'est sa collection de montres ? Sa collection de montres bracelets, oui, estimée à 1,4 milliard de francs CFA. 1 milliard 400 millions. C'est fou, c'est fou. Le tout pour une fortune personnelle totale, à ce stade de l'enquête en tout cas, estimée à plus de 8 milliards de francs CFA. 8 milliards. Pour un seul homme de moins de 35 ans. C'est le budget annuel de certains ministères dans la région. C'est ça. Et l'article précise bien qu'il n'est pas seul. On cite d'autres noms.
Ghislain Gounou, Ella et Koga Jessie. D'accord. Mais le point crucial, le véritable pivot de l'argument de l'auteur, c'est la temporalité. C'est-à-dire Tout cet enrichissement a eu lieu en seulement 14 ans de présidence d'Ali Bongo. 14 ans? Et ce chiffre, 14 ans, il devient l'étalon de mesure pour tout le reste de son raisonnement sur le Togo. Et voilà, on y est. C'est la charnière. Si on peut bâtir de telles fortunes en 14 ans au Gabon, la question devient « et qu'en est-il au Togo ?» Le système, selon l'article, est en place depuis plus de 20 ans. C'est exactement l'argument. On devrait s'attendre à des scandales similaires, mais on en entend peu parler. Alors, est-ce que c'est mieux caché L'auteur ne dit pas que ça n'existe pas, il dit que c'est opaque. Une opacité qui serait, selon lui, délibérément organisée. La grande différence, donc, c'est que le coup d'État au Gabon a fait sauter le couvercle. Voilà. Le procès a fait voler en éclats le secret. Au Togo, ce voile serait maintenu de manière très efficace. Et comment? Quels sont les mécanismes que l'article décrit pour maintenir cette opacité? Il identifie 2 piliers. Le premier, c'est une protection politique au plus haut niveau. C'est-à-dire une impunité. En quelque sorte, l'auteur affirme que malgré les rapports, les alertes d'ONG, les scandales sortis par des journalistes, cette minorité pilleuse resterait intouchable. D'accord. Et le deuxième pilier? Il serait plus d'ordre légal. Précisément. Ou plutôt, dans le contournement de la loi. La constitution togolaise impose au président et à ses proches de déclarer publiquement leurs biens. C'est un mécanisme de transparence de base, en fait. Oui, conçu pour éviter l'enrichissement illicite, et l'article souligne le refus systématique constant de se plier à cette obligation. Ce qui amène l'auteur à poser la question la plus évidente et la plus dérangeante, finalement. Que cache-t-il si ce n'est les milliards de francs détournés des comptes de l'État? Pour lui, ce n'est pas une simple négligence, c'est une stratégie. L'opacité n'est pas un effet secondaire, c'est un outil de fonctionnement. Donc, si on récapitule la logique Sangela, on a un modèle de gouvernance similaire, une durée plus longue au Togo et un mur d'opacité qui est très bien entretenu. La conclusion que tire l'article doit être, j'imagine, assez radicale. Elle l'est. Et c'est le point culminant de sa démonstration. Il ne dit pas juste que c'est pire au Togo, il suggère que c'est d'un tout autre ordre de grandeur. Ah oui. Et il le fait avec une phrase qui est sans doute la plus percutante de tout le texte. En substance, il dit que l'onde de choc que produisent les sommes détournées par la Young Team gabonaise est insignifiante. Insignifiante. Par rapport à celle d'un audit du patrimoine de la minorité de Fort-Gnassingbé au Togo. Insignifiante, le mot est incroyablement fort. On vient de parler de milliards, de collections de montres, et il qualifie ça d'insignifiant. C'est presque une provocation. C'est tout l'effet rhétorique. Le procès gabonais, avec ses chiffres qui nous semblaient astronomiques, est soudain recadré. Il n'est plus l'événement principal. Il devient juste un avant-goût. Un échantillon, exactement. Le connu, c'est-à-dire les révélations au Gabon, est utilisé comme un prisme pour essayer de sonder l'inconnu, la situation présumée au Togo. En somme, si on devait vraiment distiller l'essentiel de cette analyse, que faut-il retenir? Qu'il faut voir cet article de l'Alternative comme une lecture comparative. Il prend un scandale public, documenté, et il l'utilise comme une grille de lecture pour une situation qu'il estime similaire, mais qui, elle, reste dans l'ombre. D'accord. La thèse centrale, c'est que si on appliquait le même niveau de transparence au Togo, les révélations seraient non seulement similaires, mais potentiellement beaucoup plus explosives. Simplement à cause de la longévité du système. C'est une analyse qui, forcément, nous laisse avec une question en suspens. L'article fait un lien très précis entre le Gabon et le Togo. Mais en lisant ça, on ne peut pas s'empêcher d'élargir un peu la perspective. Et c'est là que l'analyse devient plus universelle. Au-delà de ces 2 pays, on est en droit de se demander à quel point ce modèle est-il répandu? Ce schéma où une élite restreinte, protégée par le pouvoir, semble s'enrichir de manière exponentielle au détriment de tout le monde. Exactement. Et la question qui en découle est peut-être la plus importante. Quels sont les mécanismes nationaux, mais aussi internationaux, les failles juridiques, les complaisances financières, qui permettent à de tels systèmes non seulement d'exister, mais de perdurer, parfois pendant des décennies, sous nos yeux?